Depuis plusieurs années déjà, l'homme a, à travers un nombre assez impressionnant de machines, réussi à se rendre aux quatre coins du système solaire. Alors que plein de véhicules ont déjà parcouru le sol martien en long comme en large, les sondes Voyager nous ont fait voir les deux dernières planètes du système solaire, Uranus et Neptune, sous un jour entièrement nouveau. New Horizons, elle, a visité Pluton et Arrokoth, les deux objets les plus éloignés jamais visités par la main de l'homme. Plus près de la Terre, les sondes visitant des astéroïdes semblent s'enchaîner à une vitesse fulgurante, alors que des mondes aussi infernaux que Mercure sont tout sauf laissés derrière, et que des engins comme Parker Solar Probe s'approchent à seulement 6 millions de kilomètres du Soleil, alors que Mercure en est à 40 et la Terre à 150. Pourtant, au fur et à mesure que ces mondes se dévoilent à nos instruments, certaines étrangetés apparaissent, des mystères que nous avons encore du mal à appréhender et dont la logique nous échappe encore. Et attention, je ne parle pas ici d'hypothèses difficilement vérifiables comme la planète 9, ou des cas de pareidolie comme le fameux visage de Mars, qui n'était au final qu'un jeu d'ombre. Amusant, certes, mais un jeu d'ombre. Car à côté de ça et du sensationnalisme, il existe aussi de vraies questions sur notre système solaire, qui sont encore aujourd'hui sans réponse claire, et qui ont bien plus à nous apprendre. Alors, entre une lune à la surface impossible, un mystère dans une ceinture d'astéroïdes et des océans glacés, aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble les plus grands mystères du système solaire. Bon, après vous avoir invité à vous abonner, bien évidemment. D'ailleurs, c'est déjà fait. Allez, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. On n'y pense pas toujours au premier abord, mais l'eau est un élément extrêmement commun dans l'univers. Sur Terre, bien sûr, où elle a littéralement sculpté la planète, mais aussi aux quatre coins de l'univers et du système solaire, sous des formes tantôt gazeuses, tantôt glacées. Et, justement, alors que les sondes Pioneer permettent dès le début des années 70 de survoler Jupiter, Saturne et leur cortège de lunes glacées, ces petits mondes à près d'1 milliard de kilomètres de nous allaient nous réserver une surprise. Ils sont riches en glace. Et pas qu'un peu. On sait aujourd'hui que certaines de ces lunes, comme la Jovienne Europe ou la Saturnienne Encelade, en sont majoritairement recouvertes. Mais ces mondes cachent aussi un secret. Sous leurs épaisses couches de glace, frôlant souvent la centaine de kilomètres d'ailleurs, ces lunes cachent en effet vraisemblablement des océans souterrains, représentant littéralement une couche d'eau épaisse probablement de dizaines et dizaines de kilomètres sur toute la surface de la Lune. Enfin, la surface sous la surface de glace, du coup, mais vous m'aurez compris. Et quand on parle d'eau, on parle de quantités supérieures parfois à tous les océans terrestres réunis. Mais, soyons honnêtes, on ne sait pas encore énormément de choses sur ces océans. Si on suppose que l'effet de marée titanesque des géantes gazeuses aide à réchauffer le cœur des lunes, permettant ainsi aux océans d'atteindre une température acceptable, beaucoup de questions persistent. D'autant que des études le montrent sur plein de petits corps glacés comme Pluton, la notion d'océan souterrain semble aussi applicable dans certains cas et, pour le coup, aucun effet de marée ne permet de l'expliquer. Il faut alors se tourner vers des solutions plus exotiques comme la radioactivité des entrailles de la planète pour trouver un début d'explication. Mais encore une fois, rien de comparable avec les lunes glacées, et c'est encore un domaine très peu avancé. Et si Europe et Encelade sont les porte-étendards du genre, que ce soit Titan autour de Saturne, Ganymède et Callisto autour de Jupiter ou même Triton autour de Neptune, ces océans semblent particulièrement répandus autour des géantes gazeuses. Et plus on tente de les étudier, d'affirmer ou d'infirmer leur existence, d'étudier le comportement des lunes, leur rotation et j'en passe, plus ces océans se confirment. Sauf qu'énormément de questions persistent. À quoi ressemblent-ils? Sont-ils habitables? À quel point un océan extraterrestre est-il comparable avec un océan terrestre? Et dans l'ensemble, au final, comment ces océans fonctionnent-ils? Autant de questions auxquelles les sondes européennes JUICE et l'américaine Europa Clipper devront tenter de répondre, en arrivant toutes deux dans le système jovien aux environs de 2030. Mais en attendant, eh bien, le flou persiste, et énormément de questions sur ces océans et leur interaction avec la surface, comme dans le cas des désormais très connus geysers d'Encelade, se posent encore. Surtout que ça peut avoir plein d'impacts. Si ces océans s'avèrent habitables, ils pourraient être une piste extrêmement intéressante pour rechercher des formes de vie extraterrestres. Et le plus intéressant, c'est que ces océans et leur existence dépendent directement de la formation et de l'histoire de nos géantes gazeuses. Et quand on la regarde, cette histoire, c'est un joyeux bazar. Certains modèles suggèrent en effet, même si c'est encore à prendre avec du recul, que les géantes gazeuses que sont Jupiter et Saturne auraient pu se former bien plus près du Soleil qu'elles ne le sont aujourd'hui, migrant ensuite progressivement vers leur place actuelle. Et vous vous en doutez, ça soulève énormément de questions sur la formation de leur lune et l'impact de cette migration sur leur habitabilité.
et celles du système solaire en général d'ailleurs, puisqu'elles auraient tellement tout perturbé qu'elles auraient causé le grand bombardement tardif qui amena l'eau sur Terre il y a près de 4 milliards d'années. Mais bref. Car des curiosités, eh bien, il n'y a pas que dans le système solaire proche qu'on en trouve. Pour ça, je vous propose de nous éloigner un peu et de nous diriger vers Uranus, survolé par Voyager 2 en 1986. C'est en effet là qu'on trouve Miranda, qui est la 5e plus grande lune d'Uranus. Avec un diamètre de seulement 471 km, Miranda n'est pas une lune particulièrement intéressante comparée aux 3400 de la nôtre, aux 5200 de Ganymède ou même aux 504 d'Encelade. Pourtant, si vous regardez un petit peu ces photos de la Lune, vous remarquerez probablement quelque chose. Sa surface semble particulièrement torturée, sinueuse et assez atypique. Si elle peut en partie rappeler les stries qu'on observe sur Encelade et Europe et qui sont dues au mouvement de plaques de glace en surface qui agissent un peu comme des plaques tectoniques sur Terre, eh bien, la surface de Miranda a longtemps posé question. Elle n'est en effet ni assez grosse ni assez chaude que pour avoir un océan souterrain, et de toute façon elle n'est pas tellement compatible avec la théorie. Mais en la regardant, on constate qu'elle est relativement pauvre en cratères, et j'insiste sur relativement, ce qui signifie que sa surface est assez jeune à l'échelle des temps géologiques, et que la Lune a été active récemment. Bon, on n'est pas à quelques dizaines de millions d'années près, mais vous comprendrez l'idée. Si le mystère n'est pas entièrement résolu, on sait aujourd'hui que la Lune avait probablement une orbite plus excentrique autour d'Uranus par le passé, une orbite qu'on pourrait qualifier d'en forme d'œuf, et qui est aujourd'hui plus ronde. La Lune s'éloignait et s'approchait ainsi périodiquement d'Uranus pendant des centaines de millions d'années, alors que son orbite se circularisait doucement, et était malaxée par l'effet de marée de la planète. C'est cet effet de marée qui l'a tout simplement déformée, ainsi chauffée, fait gonfler et l'inverse périodiquement, avant que l'orbite ne change progressivement et ne gèle la petite Lune dans son état passé. Ainsi, c'est cette force de marée changeante qui aurait donné cet aspect à la Lune, en fonction du fait qu'elle soit proche ou éloignée d'Uranus, et qui l'aurait littéralement en partie déchirée. Bon, en plus du fait que ça l'aurait fait chauffer, que ça aurait fait gonfler sa surface, puis la faire se rétracter à nouveau. En gros, un joyeux bazar. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore un dernier mystère dont je tenais à vous parler. Bon, il mériterait un épisode entier, mais le petit astronome en a déjà très bien parlé dans une vidéo dédiée, donc je vous mettrai ça en écran de fin. Mais il existe aux confins du système solaire une anomalie surnommée la falaise de Kuiper. Alors, en gros, quand on observe une de nos ceintures d'astéroïdes, celle située au-delà de Neptune que l'on nomme la ceinture de Kuiper, on remarque à environ une 60aine de fois la distance Terre-Soleil, qu'on appelle une unité astronomique, une baisse drastique du nombre d'objets. Les astéroïdes et planètes mineures semblent en effet brusquement disparaître et laisser place au vide. Cette observation a ainsi souvent soutenu la théorie de l'existence d'une 9e planète dans le système, qui aurait en gros fait le ménage sur cette orbite. Mais une toute nouvelle étude partagée par la NASA, et qui est littéralement fraîche de la semaine, vient montrer la découverte d'une vaste population d'objets jusqu'à 90 unités astronomiques de la Terre, laissant ainsi penser que la falaise de Kuiper n'existe peut-être tout simplement pas. C'est encore très tôt pour le dire, bien sûr, mais ce serait énormément plus cohérent avec nos modèles de formation du système solaire, et ce que l'on observe ailleurs. Et le tout, eh bien, c'est en plus de fournir peut-être de nouvelles cibles à New Horizons après son survol d'Arrokoth, cibles qui pourraient être soit survolées, soit étudiées de près ou de loin. Mais ça, eh bien, il faudrait un peu voir comment les choses évoluent, et ça mériterait un épisode entier. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire si ça vous intéresse. Quant à moi, eh bien, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.